Beaucoup, madame. Normalement, cette adresse liminaire devrait être faite par mon ami Jean-Pierre Lacroix. Il est en déplacement depuis ce matin et donc il m'a prié de venir dire quelques mots. Pour moi, c'est vraiment un plaisir et un honneur de parler d'abord à sa place et surtout de parler à l'occasion d'un séminaire organisé par l'OIF et l'Observatoire Boutros Ghali. Parce que pour moi, Boutros Ghali me rappelle un peu les Nations Unies et me rappelle un peu l'OIF. Je l'ai côtoyé en tant que secrétaire général des Nations Unies et j'ai été à Hanoï au moment où nous avons transformé l'organisation de la francophonie en organisation internationale de la francophonie. On l'a porté, je me rappelle très bien, à Hanoï à la tête de l'OIF et je l'ai suivi par la suite en tant que secrétaire général de la francophonie et donc pour moi tout ce qui me rappelle ces bons instants que j'ai passés avec Boutros Ghali est une occasion en tout cas de parler de sa mémoire et je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour tout ce monde et qu'on rappelle toujours ce qu'il a fait n'est pas du tout superflu. Monsieur l'ambassadeur du Mali, je vous remercie pour les propos que vous avez tenus à mon endroit. Et vous avez parlé de la confiance entre partenaires maliens pour réussir la paix. Je peux vous dire que si vraiment nous avons réussi, mes collègues et moi, à faire ce que nous avons fait, c'est parce que nous avons bénéficié de votre confiance, de la confiance vraiment des différents acteurs politiques maliens, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité présidentielle. Et ça aussi, ça fait partie des tâches d'une mission de paix. Et maintenant, c'est vrai, le séminaire qui nous réunit parle de l'action pour le maintien de la paix. Moi, je trouve que la réunion qui a eu lieu ici il y a un mois exactement, puisque c'était le 25 septembre, où la majorité, pour ne pas dire la totalité des pays membres des Nations Unies ont adhéré à ces engagements communs. Pour moi, c'est un tournant que je marque dans l'histoire des opérations de maintien de la paix. Mais il ne faudrait pas s'arrêter là, parce que pour ceux qui, et j'en connais beaucoup d'experts parmi vous, pour ceux qui suivent les opérations de maintien de la paix, pour ne citer qu'en 2000, le rapport Brahimi, en 2015, le rapport IPO, tout ça, c'était dans le but d'améliorer les opérations de maintien de la paix. Beaucoup d'autres réflexions ont eu lieu sûrement. Vous avez parlé des femmes, je crois que la résolution 1325 existe. Et donc, je crois, le plus souvent, ce qui nous pose problème, c'est la mise en œuvre de toutes ces initiatives. Comment réellement les matérialiser? Donc, je ne voudrais pas insister sur l'action pour le maintien de la paix. Tout à l'heure, Naomi va dire un mot. Je préfère lui laisser la parole. Pour ce qui est de son contenu concernant les partenariats sur le terrain, je suis avec le général Bikimou qui est au nom du G5 Sahel. On est venu ensemble de Bamako. Tout à l'heure, il va vous parler du partenariat que nous avons sur le terrain, les FAMA, les forces armées maliennes, G5 Sahel, Barkhane, l'Union européenne. Sûrement, il dira quelques mots là-dessus. Là où je voudrais en venir, tout à l'heure, l'ambassadeur a parlé, mon ami Delattre a parlé de rapport Santos Cruz, sans parler de ce qu'il a précédé. Les initiatives sont nombreuses et j'insiste pour dire qu'il faut, c'est la mise en œuvre qui pose souvent problème. Et donc nous, au niveau de
de l'aménagement, je préfère plutôt vous laisser un certain nombre de questions qui nous préoccupent, que nous nous posons. La première, c'est comment faire pour améliorer la qualité des installations qui abritent nos éléments et des services que nous délivrons aux populations avec lesquelles nous sommes. Deuxième question, comment pourrions-nous accroître la participation des femmes aux opérations et à la considération de maintien de la paix? Parce que le rôle des femmes, pour quelqu'un qui connaît la société malienne, c'est qu'une femme peut vous apporter, 10 hommes ne peuvent pas vous l'apporter sur un certain nombre de terrains. Au niveau de la pénétration de la société, il y a les femmes sont nombreuses, elles sont concernées par pas mal de choses. Et vous avez une femme policière, elle peut entrer là où un homme ne peut pas entrer et elle peut vous produire des résultats, nous les vivons. Ce n'est pas seulement pour juste mettre beaucoup de femmes pour les mettre, mais il y a des résultats palpables sur le terrain. Par exemple, pour l'exploitation sexuelle, si tu n'as pas une femme pour pénétrer les femmes et parler avec elles, tu ne peux jamais la voir et ne pourront jamais parler à un homme. Comment faire en sorte que chaque contingent, je crois que tout à l'heure François Delattre l'a dit, ait la formation et le matériel requis, renforcer la formation préalable avant le déploiement et respecter surtout les mémorandums d'entente qu'ils signent ici avec les Nations Unies. Comment pourrions-nous augmenter le nombre d'unités militaires, surtout celles qui s'engagent quotidiennement auprès des communautés, telles que les bataillons d'infanterie, des unités aériennes, les unités de génie, les unités médicales, qui pénètrent les populations? Comment le faire? Quelle formation spécifique doit-on leur faire? Comment aussi améliorer le français et comment améliorer les documents qui doivent être en français? Où vous arrivez chez des gens où il faut chercher des interprètes Déjà, ça crée un blocage entre vous et les gens auprès de qui vous voulez. Il faut quand même voir comment ils répondent à cela. Donc, il y a des défis aussi à ce niveau. Comment renforcer davantage les partenariats triangulaires? Je crois tout à l'heure, l'ambassadeur Delattre l'a dit. Comment mieux interréagir et intégrer la présence des unités, des autres agences du système des Nations Unies, parce que pour moi, qui représente le secrétaire général là-bas, j'ai aussi obligation de faire en sorte que toutes les agences soient impliquées dans ces opérations. Mais au-delà de cela, je dis que l'une des réformes qui doit nous guider, c'est par rapport aux préoccupations des gens auprès de qui nous intervenons. Et là, il est extrêmement important d'être conscient de la pertinence de nos approches. Parce que c'est de là que dépendra l'acuité de notre lecture et compréhension des besoins de celles et ceux qui nous sommes censés assister, mais pas tenir compte de nos limites, quelquefois matérielles, humaines, mais savoir est-ce que ce n'est pas avoir là aussi des moyens, mais comment répondre aux besoins de ceux que nous partons pour sauver d'une situation donnée. Et j'estime que l'esprit des réformes doit aussi être cela. Il doit résider dans notre volonté de changer, dans le souci d'avoir des résultats, d'efficacité, et j'insiste sur un autre mot, dans le respect de la dignité de ceux auprès de qui nous intervenons. Parce que, au-delà, là où nous intervenons, les populations ne s'occupent pas de notre cuisine interne, car la finalité pour eux, c'est comment réellement répondre à leurs préoccupations. Et tout à l'heure, l'ambassadeur Issa l'a suffisamment développé. Mandat robuste, mandat
classique, typique, opération de maintien de la paix, parce que nous évoluons dans un environnement où c'est les autres qui nous imposent leur agenda, ou qui... tu as affaire à des hors-la-loi, qui ne respectent aucune loi. Et toi, tu es régi par des règles et des lois. Comment faire? Et puis, les opérations de maintien de la paix, c'est aussi un changement de mentalité, un changement d'esprit, c'est tout cet ensemble-là, à mon avis, qu'il est extrêmement important aux éminentes personnalités qui sont autour de cette table, de pouvoir l'avoir à l'esprit quand nous réfléchissons à notre capacité d'être efficace et surtout répondre aux préoccupations de ceux auprès de qui nous sommes déployés et faire en sorte que les 3 interrogations que l'ambassadeur Issa a posées tout à l'heure, ne pas être en retard, ne pas mieux faire et puis se retirer rapidement, ait un sens. Voilà un peu, je crois, avoir tenu dans les 5 minutes qui me sont dédiées. Je vous remercie. Bravo.